Géopost, ce métier qui consiste à envoyer des colis. La Poste est depuis 2022 un groupe qui majoritairement transporte des colis. Ça fait 52% de notre chiffre d'affaires. 44% de notre chiffre d'affaires est fait à l'exportation. Nous avons une banque qui est la Banque Postale. Et c'est un groupe de banque assurance, une banque systémique qui contrôle CNP Assurance également. Une branche grand public et numérique. Et grand public, c'est sans doute la Poste que vous connaissez, celle que vous voyez dans les rues, les quartiers, les ronds jaunes avec l'oiseau bleu. Ça, c'est la partie grand public qui distribue le courrier colis et qui distribue les services de la Banque Postale. Pour essayer de terminer très vite la présentation du groupe La Poste, 260 000 personnes, 600 filiales, un peu plus de 7 000 systèmes d'information. 7 000 systèmes d'information connus. Parce qu'évidemment, on vit dans un monde merveilleux avec du cloud. Et si j'ai en fait une chose à vous dire sur le risque et la menace, c'est qu'évidemment, c'est le risque numéro un vu par le groupe depuis un certain temps. Et voilà, terminé PowerPoint. Revenons au 17 mars 2020. Tout le monde se retrouve soit chez lui, soit confronté à une situation de gestion de crise. Et en ce qui me concerne, j'ai emmené ma famille à la campagne. Je me suis un peu fâché avec ma femme parce que je lui dis je retourne au bureau. Et effectivement, je reviens le 17 mars à environ 500 mètres d'ici, au siège du groupe. Et restent uniquement les gens qui sont dans le dispositif de gestion de crise nationale. Et à partir du 18, on est 20 ou 30 maximum dans 40 000 mètres carrés de bureaux. Et le travail continue, et la vie continue, et je pense que tout le monde l'a vécu comme ça. Et la première leçon qu'on en tire, c'est qu'effectivement, on n'était pas forcément prêt, mais on était capable de le faire. On était capable de le faire parce que la technologie nous l'a amené. Alors, je ne vais pas tresser des louanges aux grands acteurs du cloud, mais le groupe, sur sa capacité de système d'information, était capable de faire travailler 50 000 personnes à distance. Au-delà de ça, pour l'essentiel, les gens ont travaillé avec des technologies cloud, Microsoft 365 pour ne pas le nommer, et la capacité de la plupart des entreprises à fonctionner pendant cette phase de confinement reposait sur ces technologies cloud disponibles. Alors pour un ancien de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est toujours un petit peu surprenant de se dire qu'effectivement, on n'est pas du tout sur une technologie souveraine et qu'on est totalement dépendant d'une technologie qui, elle, est résiliente et est capable de délivrer. Donc le premier environnement de travail dont je voulais vous parler, c'est on ne peut pas dire aujourd'hui que le shift to cloud et les modèles hybrides soient réellement nouveaux. Deuxième élément, le confinement nous apprend que le télétravail, c'est devenu quelque chose de, réalisable, deuxièmement, demandé, et aujourd'hui, on vit tous dans ces environnements. Je ne vais pas vous demander de vous livrer à des chorégraphies dans la salle en levant les bras, en disant qui est-ce qui télétravaille toutes les semaines, mais je pense qu'au moins 9 sur 10 d'entre vous télétravaillent au moins 1 ou 2 journées par semaine. Alors ça, c'était sur ma liste. Deuxième élément dont je voulais parler, pour parler du cyber-risque, des cybermenaces ou des cyberattaques, c'est on vit dans des environnements qui sont extrêmement connectés et qui vont donc brancher notre informatique classique, nos data centers, nos applications métiers et toutes les applications métiers que nous utilisons désormais dans le cloud. Voilà un environnement. Face à ça, nous avons des cyberattaquants qui sont totalement agnostiques de nos architectures et qui, dès qu'ils détectent quelque chose, vont tenter de rentrer dans nos systèmes. Ce que j'observe, et c'est un élément de contexte, c'est que depuis 2021-2022, le mode d'action des cyberattaquants s'est considérablement accéléré.
Auparavant, quand on parle de cyberattaque, on a ce qu'on appelle une kill chain avec un certain nombre d'étapes. Et pendant des années, on a dit le pirate va prendre son temps, va reconnaître le système d'information, va cartographier, va identifier les assets les plus importants. Et ensuite, après un délai de préparation, une présence assez longue dans le système, va attaquer les ressources dont il a besoin. Moi, ce que j'observe au niveau du groupe et pour l'ensemble des gens qui se font attaquer, c'est que désormais, une cyberattaque, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que les moments privilégiés par l'attaquant pour rentrer dans le système sont évidemment les week-ends, sont évidemment les moments de vacances, les moments où il y a le moins de monde possible. Dès qu'il rentre, il essaye d'aller très vite prendre le contrôle des assets critiques du système d'information et peu importe ce qu'il va voler, il va voler quelque chose qui va avoir de la valeur et il va essayer d'exploiter ce qu'il va être capable de prendre dans le système d'information, qu'il le crypte ou qu'il le vole, pour obtenir sa rançon. Et ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant. Alors, donc le cloud, non, c'est pas vraiment nouveau. Le cloud héberge nos datas depuis un bon moment. Le cloud, dans le développement, de plus en plus, on arrive dans un monde où il n'y a pas nécessairement besoin, où il y a de moins en moins besoin de parler 3 langues, qui étaient l'anglais, le français et l'informatique pour coder. C'est-à-dire que le code considéré comme une langue, aujourd'hui, est en voie de transformation ou de disparition. C'est ce que nous montrent les dernières technologies qui apparaissent. Je pense qu'une partie d'entre vous ont déjà testé ChatGPT et les développeurs nous démontrent qu'effectivement, cette capacité à utiliser ces nouveaux outils permet de créer des systèmes d'information, des applications beaucoup plus rapidement que ce que nous connaissions auparavant. Et du point de vue du directeur de la cybersécurité, si le code qui est produit n'est pas forcément inquiétant, ce qui est difficile, c'est de continuer à suivre ce qui se passe. Et le risque que j'identifie dans ce contexte, c'est un vieux risque qu'on appelait Shadow IT, puisque de plus en plus, dans toutes les solutions cloud, on se retrouve avec des utilisateurs qui vont avoir la capacité de créer une application, qui vont être capables de créer une application qui va consommer des données. Et mes données, celles qui vont m'embêter, sont généralement des données personnelles. Alors, on a ChatGPT qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais je parlais de Microsoft tout à l'heure. J'ai dans Microsoft 365 une chose qui s'appelle Power Apps, qui donne aux utilisateurs la capacité de prendre des ressources et de créer des applications. Et ça, j'en ai de plus en plus. Le risque pour moi ici, c'est ça peut être fait à distance, ça peut être fait dans le cloud, ça utilise des données, comment est-ce que j'identifie les traitements et comment est-ce que je m'assure que ce que je fais est conforme à ma réglementation. Et là, ça m'amène aux fondamentaux de la cybersécurité, qui sont 3 choses à mon sens. C'est savoir, c'est informer, c'est réagir. Il y a plusieurs manières d'analyser la cybersécurité, mais la première chose, c'est avoir une conscience de ce que sont nos systèmes d'information. Et le terme anglo-saxon de référence, c'est situational awareness, c'est comprendre quelles sont mes données, quels sont mes utilisateurs, quels sont mes prestataires, quels sont mes fournisseurs. Premier élément de cartographie. Deuxième élément, c'est comprendre quelles sont les menaces auxquelles nous sommes exposés, quels sont les modes d'attaque, quelles sont les vulnérabilités. Et ça, c'est le premier ensemble que je dois maîtriser. Donc, dans une articulation des systèmes d'information hybrides, eh bien, aujourd'hui, il se passe des choses dans des territoires où il va falloir que j'ai une capacité à capter de l'information. Il faut que je sache ce qui se passe dans le cloud. Deuxième élément, l'information, c'est le partage de l'information, c'est la détection, c'est la réponse à incident, c'est la correction de vulnérabilité, c'est le patch management. Et la troisième partie, réagir, c'est toute la partie consequence management. Ce sont
des plans de résilience, des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, en intégrant également ces dimensions. Donc, vis-à-vis du cloud, du point de vue d'un directeur de la cybersécurité, la question c'est comment savoir ce qui se passe, comment être capable de tracer ce qui s'y passe. Et l'évolution assez logique que nous propose le marché, c'est d'utiliser des services cloud avec sécurité intégrée. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va donner les clés du camion ? Est-ce qu'on va donner les clés du camion ? Est-ce qu'on accepte de ne pas savoir et on part dans une logique où le directeur de la cybersécurité n'est plus un spécialiste de cyber, mais un spécialiste des achats ou un juriste, et dont on se dit on va se couvrir, on va avoir de la sécurité par des SLA ou des contrats de service très précis, on va avoir des exigences de sécurité et on va confier de la sécurité à des acteurs purement cloud. Quel serait l'intérêt de cette approche ? Probablement de se dire toute la maîtrise de l'architecture et du système d'information qui est dans le cloud est connue du provider, donc qui doit être le plus à même d'assurer cette sécurité. Deuxième élément qui pourrait militer pour cette forme de sécurité, c'est de se dire, finalement, si je ne gère que l'accès à la ressource, j'arrive à faire effort sur un élément de sécurité. En disant, voilà, moi je gère les accès, je gère l'identité, ça me suffit. Je n'ai pas confiance ni dans le matériel, ni dans le service, mais j'établis un tuyau chiffré, mon ordinateur en consultation, c'est une console, et puis voilà, terminé. C'est un peu court, ça ne correspond pas à nos usages. Donc dans le groupe La Poste, 7000 systèmes d'information environ, j'ai plusieurs SOC. Ces SOC, aujourd'hui, ils sont opérés par des gens, des spécialistes. On ne parlera pas du déficit de spécialistes de cyberdéfense, mais c'est quand même la ressource humaine la plus critique. Et ce sont des gens à qui il va falloir qu'on fournisse des outils. Des outils d'automatisation, des outils d'intégration de toutes ces informations qu'on va devoir collecter. Et si j'essaie de vous emmener quelque part et vous me voyez venir, c'est pas extrêmement compliqué. Aujourd'hui, je pense que dans l'entreprise, le point focal de la sécurité, c'est ce SOC automatisé où on va faire arriver toutes les informations dont on a besoin. Si je dois livrer un élément de réflexion ou de stratégie vis-à-vis du cloud, c'est effectivement de se dire tout ce qui s'y passe en termes de sécurité, tous les journaux de connexion vont m'intéresser. Et je ne vais pas demander nécessairement à ce qu'on me fasse de beaux tableaux. Ce que je veux, en tout cas dans les capacités qui sont les miennes, c'est d'intégrer cette information dans mon puits de log, dans mon SIEM, dans les outils qui vont me permettre de visualiser ce qui se passe ou de revenir sur ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu, dans mon camion, c'est un dispositif de sécurité pour être sûr de garder la maîtrise de ce qui s'est passé et de recomprendre l'histoire si jamais je devais être exposé à une attaque ou à un incident. Alors, ensuite, j'ai pas beaucoup parlé d'IT, mais l'IT, quand on dit qu'on a 7000 systèmes d'information dans un grand groupe, la masse n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi ça sert. Donc, généralement, l'informatique, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est pour les 260 000 collaborateurs que nous sommes, nos 17 200 points de présence, c'est forcément le moyen de se connecter. Et on connecte à ça également des gens qui représentent traditionnellement la Poste, 80 000 facteurs, qui 6 jours sur 7 se déplacent avec des équipements mobiles qui sont connectés et à partir desquels, effectivement, ils vont vendre du service. Donc, première dimension de notre IT, connecter les gens. Deuxième dimension de l'IT, qui est assez logique, c'est que finalement, on a plusieurs manières d'analyser la data ou ce que font les métiers. Mais la deuxième dimension de l'IT, c'est la production de tous les métiers d'une entreprise devient de l'IT ou est de l'IT.
Les finances, les RH, c'est des données. Tous les éléments de com, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est de la donnée. La troisième dimension, en tout cas pour le groupe La Poste, de plus en plus, et dans tous les métiers, je pense, en dehors du nôtre ou des nôtres, c'est la data ou les données ou l'IT, c'est aujourd'hui ce qu'on vend. C'est aujourd'hui ce qu'on vend. Si on prend l'exemple d'une autre entreprise de transport qui opère en Île-de-France, que ce soit la SNCF, que ce soit la RATP, l'année prochaine, c'est les JO de 2024. Toutes les personnes qui vont se déplacer en Île-de-France vont créer de la donnée client, vont devoir accéder à des systèmes dont la disponibilité sera importante pour qu'ils puissent se déplacer, et ainsi de suite. Donc on vend du service informatique, et ce qu'on vend, c'est notre informatique. Donc dans ces trois dimensions-là, aujourd'hui, il est important de partager avec les acteurs des métiers sur les problématiques de sécurité en disant, évidemment, vous allez avoir des enjeux et une pression terrible sur la création de valeur, mais ce qui va être important également, c'est de se dire comment votre sécurité fait partie de la qualité, comment votre sécurité va vous apporter le niveau de service et la satisfaction client que vous attendez en retour. Et donc, dans les évolutions d'un directeur de la cyber ou du métier d'un directeur de la cybersécurité, l'essentiel du sujet aujourd'hui, c'est au-delà de la technique, c'est traduire les enjeux, traduire les défis en des réponses ou des impératifs de sécurité qui vont améliorer la vie des métiers. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur, à mon sens, le travail dans un monde hybride, marqué par le télétravail dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais dont vous connaissez les réalités. Merci beaucoup, Gabriel. Même si on a un casque, je crois qu'on peut applaudir notre intervenant. On entend bien. Merci. Donc, je vais quand même prendre le temps de prendre une petite question rapidement. Alors attendez, il faut que je prenne le micro parce que sinon les autres ne vont pas vous entendre. Est-ce que j'ai une question ? Ah, non ? Non, c'était juste pour se tenir la tête. Une petite question ? Non ? Non ? Non ? Alors, moi j'en ai une. Vous disiez que c'était aujourd'hui inclure les métiers le plus possible dans la démarche de sécurité, etc. Est-ce que, en dehors de la sensibilisation, est-ce que les outils permettent aussi aux utilisateurs métiers d'accéder ? Parce qu'on nous dit beaucoup, l'utilisateur métier, il va pouvoir gérer sa sécurité, etc. Bon, est-ce que ça existe déjà ? Est-ce que c'est un vœu pieux ? On en est où ? Alors, il n'y a pas de règle générale qui s'applique à tous les métiers, toutes les applications. C'est-à-dire que dans le DevSecOps, aujourd'hui, ce qui est fait en entreprise, c'est de la formation, c'est former les développeurs, ceux de l'entreprise. Le périmètre qui n'est pas forcément maîtrisé, c'est que la plupart des grands groupes font appel à des développeurs à l'étranger. Et donc le point de contrôle, c'est finalement, avant de passer en production, c'est quand les devs sont posés en espace de pré-prod, s'assurer que c'est bien fait. Mais en dehors de former des gens en interne et de contrôler ce qu'on met en ligne, il n'y a pas encore de miracle. D'accord, donc il y a encore une étape intermédiaire qui est compliquée à supprimer pour l'instant. Alors, vous pouvez faire une chaîne avec des tests sur tout ce que vous allez mettre en place. Il y a énormément de services. Ça peut être du bug bounty, ça peut être de l'audit de code. Mais on ne s'épargne pas ni ces frais, ni cette réflexion, ni la mise en place de ces outils de contrôle. Parce que le point clé, c'est avant de passer en prod, contrôler. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Et à bientôt et à tout à l'heure dans les allées. Et alors maintenant, nous allons passer... Ah, attendez, j'ai encore une question. Je crois que j'ai encore le temps, il me semble, oui. Alors... Ah, ça applaudit à côté, alors on va se dépêcher. Parce qu'après, on repasse en complet. Merci beaucoup pour votre intervention très riche. Comment est-ce que La Poste accompagne ses managers aussi dans cette manière de faire confiance, de contrôler ou de même de concevoir les métiers de La Poste par rapport à la donnée, la transition digitale de manière large? Alors, on est parti sur des programmes de formation obligatoires
On a commencé par formation à la donnée, formation à l'IA, comprendre ce que ça allait nous apporter, comment ça fonctionne. Et l'année 2022-2023, on a posé les bases de ce qu'on appelle une école de la cybersécurité, qui va avoir pour objet de former les gens sur tous les sujets de sensibilisation, maintenir à niveau les compétences et les expertises des spécialistes. Et puis également, comme on a 260 000 personnes, dont un certain nombre font des métiers qui n'existeront plus dans 5 ans, c'est d'essayer de détecter les talents et de les former à ces nouveaux métiers. Sur les managers et la prise en compte du sujet de la cybersécurité, il y a quand même un point très positif à relever ces dernières années, c'est qu'on n'a plus besoin d'expliquer à des dirigeants que la cyber, c'est une vraie menace, un vrai risque. Aujourd'hui, je suis plus dans une situation où ce sont mes clients et c'est eux qui me demandent quelque chose. J'ai arrêté de prêcher la bonne parole. Cette étape-là est, Dieu merci, derrière nous. Et bien voilà, on finit sur une bonne nouvelle.